Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du CV. Alors, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un trou ou des trous dans son CV? On fera le point avec Louis Deslus. Il est chef marketing chez Neostaff. C'est un jeune entrepreneur, il est notre invité. La pause café, bise ou pas bise à la machine à café? C'est vrai que la bise est tombée un peu en désuétude. On en parlera avec Caroline Ricross à la pause café. Le cercle RH, on va parler des JO 2024. On en parle beaucoup. Évidemment, il y a des enjeux sportifs. On parlera là des enjeux économiques, formation, besoins humains, création d'emplois. Au-delà, tout simplement, des enjeux et des défis sportifs. Ce sera évidemment à Paris en 2024 et nos invités seront dans le cercle RH. Fenêtre sur l'emploi pour terminer, planifier sa politique RH sur toute l'année. On en parlera avec Vincent Fauvel, il est CEO de Nibellis, en charge justement de cette stratégie RH. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler aujourd'hui alors d'un petit focus, même s'il y a débat d'ailleurs sur l'utilité du CV, mais on va parler du CV parce qu'un jour ou l'autre vous vous êtes retrouvé face à un recruteur qui a regardé votre CV. On en parle avec Louis Deslus. Bonjour Louis. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable marketing chez Neostaff. Alors, vous avez fait du conseil pour les recruteurs, pour les candidats. Et puis, par ailleurs, vous avez plein de choses dans votre vie. Et justement, c'est ce qui donne un peu de sel à ce dont on va parler tout de suite. En un mot, c'est quoi vos activités pour y voir clair? Je n'ai pas votre CV devant les yeux. Justement, mon activité aujourd'hui, c'est de conseiller les recruteurs pour les aider à automatiser leur processus de recrutement tout en gardant le candidat et leur expérience candidat au centre de leur processus pour ne pas dégrader leur expérience. Alors, un mot simple, un trou dans le CV, des trous dans le CV, parce que là, vous faites du recrutement, vous accompagnez des entreprises sur ce sujet. C'est bien ou pas? C'est quoi un trou dans le CV d'abord? Un trou dans le CV, c'est tout simplement une période de sa vie professionnelle qui n'a pas été remplie. Elle se définit par plusieurs choses. Ça peut être tout simplement, on a fait une année sabbatique, on est parti voyager, on a eu une interruption dans sa vie et on a fait un déménagement, on a eu une grossesse par exemple. Ça peut se représenter par différentes choses, par de la maladie, par différents, ça peut être subi ou volontaire. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que là, en l'occurrence, on est un peu sur la ligne de crête. Parce qu'il y a 20 ans, il fallait avoir un CV en ligne, une carrière qui s'enchaînait, une progression régulière. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette ère-là, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas de bien ou c'est pas bien. C'est juste qu'il faut aller réussir à expliquer pourquoi on a ce trou dans ce CV, sans rentrer forcément dans les détails si c'est personnel, de la maladie, un divorce, un décès. Mais le recruteur va poser cette question, donc il faut y répondre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, justement, quand on a un trou dans le CV? Et ça, c'est une chose... Alors, j'imagine, je m'adresse à vous, là. Je sais que vous voyagez beaucoup, que vous êtes entrepreneur, que vous avez, je dirais, multiples activités. Ça vous est arrivé, vous aussi, de vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit « Mais attendez, je ne comprends pas, pendant 6 mois, là, il y a un gros trou. » On élude ou on n'élude pas? Dans tous les cas, pour ma part, par exemple, je n'ai pas forcément de trou dans le CV, mais j'ai des très courtes expériences et ça fait un peu le même effet au recruteur. C'est-à-dire qu'il faut prendre de l'avance, il ne faut surtout pas mentir, il ne faut pas se vexer, il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. Il faut vraiment réussir à expliquer, prendre de l'avance, c'est-à-dire sur son CV ou sur son LinkedIn, il va falloir réussir à expliquer pourquoi on a fait ces choix-là quand c'est volontaire ou l'expliquer brièvement quand c'est subi. Donc on ne ment pas, on essaie de donner des explications. Tournons-nous vers la génération Z, parce que je n'ai pas donné votre âge, mais vous avez 24 ans et vous avez déjà une assez longue expérience de jeune entrepreneur. Donc vous appartenez à cette génération Z. Vous l'assumez, ce sigle, ça vous va? Totalement, moi je l'assume et j'aide justement ma génération. J'ai créé une plateforme qui est gratuite qui s'appelle GetJob pour aider les demandeurs d'emploi. Il y a une formation qui est gratuite, c'est 100% gratuit et je ne demande rien en retour. C'est pour aider ma génération, parce que moi j'ai réussi à trouver des jobs, j'ai trouvé des techniques pour le faire et aujourd'hui je veux aider les gens à le faire également. Concrètement, cette génération Z, elle est quoi? Elle est sautillante, elle est zappeuse, et je m'adresse à vous finalement, parce que je sais que vous êtes souvent en voyage, que vous revenez, vous avez plein de projets. Une vie linéaire telle que l'ont eu vos grands-parents ou vos parents, ça ne vous intéresse pas? Je ne vais pas parler pour ma génération, je vais parler pour moi.
pour ma part, c'est un choix de vie que j'ai fait. Ça ne correspond pas à tout le monde. Mais en effet, notre génération cherche plus une quête du bonheur, de la satisfaction. Et la carrière ne fait plus forcément rêver tout le monde. C'est assez vrai pour ma génération. Mais d'ailleurs, dans votre histoire, ce qui est vrai pour les autres aussi, puisqu'on en reçoit quand même, on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui appartiennent à cette génération, on découvre qu'ils ont plus l'âme de l'entrepreneur que du salariat. Est-ce que vous le confirmez, ça? Et donc, ça pose le débat de plus besoin d'apporter un CV, puisque vous créez votre propre business. Tout à fait. Le CV, ce n'est pas forcément une nécessité, mais la carrière de salariat n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis entrepreneur, mais je suis également en CDI. Et mon CDI, je le définis plus comme de l'entrepreneuriat parce que j'ai 100% de liberté. Je peux travailler en asynchrone, c'est-à-dire quand je veux. Je peux travailler d'où je veux, c'est-à-dire que je peux travailler de l'autre. D'où les voyages. Voilà, d'où les voyages. Ça veut dire que chez Neostaff, vous êtes dans une situation de CDI, puis qu'à côté, vous avez le développement de la plateforme et d'autres projets. Totalement. Et vous réussissez à emboîter tout ça? Oui, parce qu'en fait, quand on aime ce qu'on fait, on compte moins et la passion, c'est ce qui est le plus important dans le travail. Et donc, un trou dans le CV, s'il est justifié, si j'ai fait du bénévolat dans l'humanitaire et que je veux plus tard travailler dans l'humanitaire, en quoi c'est un problème? C'est une expérience. Louis, quand même, deux sujets au-delà de la génération Z, lorsqu'on a échoué sur une expérience, comment on la gère? Que l'on soit un jeune, parce que il arrive parfois qu'on ait une mauvaise expérience, que ça ne matche pas, que ça colle pas, comme on dit. Comment on gère ça? J'aime bien une expression qu'on entend souvent de Mandela qui est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc en fait, chaque échec n'est pas vraiment un problème, c'est une opportunité d'apprendre. Et moi-même, j'ai eu plein d'échecs. J'ai monté des collectifs de freelance, des e-commerce où il y a eu des échecs. Et c'est ça qui, aujourd'hui, plaît aux recruteurs. Quand on mène des projets, quand on croit à ces projets, et même s'ils échouent, on a appris des choses. Donc, c'est très américain, finalement. On apprend de ses échecs. On grandit avec ses échecs. Et vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a fait grandir avant de nous quitter? Parce qu'après tout, vous aussi, vous avez accumulé des réussites et des échecs. Qu'est-ce qui vous a fait grandir? Ce qui m'a fait grandir le plus, c'est de m'entourer des personnes qui sont plus matures que moi sur des sujets et ne pas avoir cette mentalité de me valoriser face à des gens qui sont moins bons que moi, mais plutôt de m'entourer de personnes meilleures que moi. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Juste avant de nous quitter, puisque peut-être qu'on va tordre le cou à votre chronique, le CV, il est encore utile ou pas? Puisqu'on parle des CV, vous dites qu'il faut assumer le trou. Moi, j'ai des invités sur ce plateau qui me disent, vous savez, le CV, aujourd'hui, on n'en a plus besoin, on recrute sans CV. Oui, il y a beaucoup de jobs et d'entreprises qui recrutent sans CV. C'est-à-dire que chez nos staff, nous, on automatise le recrutement. Les gens se basent uniquement sur le LinkedIn. Et ça dépend des secteurs d'activité, bien sûr, mais dans beaucoup, ce n'est plus forcément utile. Les entreprises veulent des gens qui soient opérationnels et ils ne cherchent plus une école forcément ou un CV. J'ai été recruté sans CV. Vous avez été recruté chez Neostaff sans CV? Totalement. Et depuis combien de temps vous êtes là-bas? Ça fait 8 mois. 8 mois? C'est long pour vous comme expérience ou c'est court? Ça commence à faire. C'est ça, 8 mois, ça commence à faire pour lui, Deslus, qui est responsable marketing chez Neostaff, qui a cette plateforme. Rappelez le nom de la plateforme. Neostaff, pour automatiser le sourcing grâce à LinkedIn, c'est un logiciel. Et votre plateforme? C'est GetJob. GateJob. Merci beaucoup, Louis Deslus, d'être venu sur notre plateau. N'ayez donc plus honte d'avoir un trou dans le CV. Valorisez-le, expliquez-le et faites de vos échecs une force. Voilà le message que vous nous avez fait passer sur le plateau. Responsable marketing chez Neostaff. Et cette plateforme, vous la retrouvez facilement en allant sur le réseau LinkedIn de Louis Deslus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On fait une petite pause. Je ne sais pas comment ça se passe chez Neostaff dans la génération Z. Vous êtes bise ou pas bise? On en parle tout de suite dans la pause café de Caroline Ricross. La pause café, vous êtes bise ou pas bise? C'est le sujet de Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien? C'est un vrai sujet dans l'entreprise. Je me souviens, il y a 20 ans dans les rédactions, on se faisait encore la bise. Aujourd'hui, globalement, c'est tombé un peu en désuétude. Oui, c'est fini, la tournée de bise en arrivant au travail, alors que les chiffres en fait, de contamination au Covid-19 repartent à la hausse, malheureusement, en cette rentrée, faisant même craindre une 8e vague de contamination. Les opposants à la bise sont désormais plus que majoritaires en entreprise, et pour cause.
cause. D'après un sondage qui a été publié il y a quelques jours par CAPA, eh bien, seuls 10% des Français se disent prêts à faire la bise cette année à leurs collègues. Il faut dire que depuis le début de la pandémie du Covid-19, ça nous a calmé un peu. Les gestes barrières qui ont quand même forcément baissé la cote de la bise, mais également le télétravail, eh bien forcément, on ne fait plus la bise en entreprise. En 2020, d'ailleurs, 72% des Français ne le faisaient déjà plus au travail. Ils étaient quand même 91% en 2021. Donc, depuis 2020, les amateurs de bise sont de moins en moins nombreux et ce recul semble bien encore s'affirmer cette année. Mais c'est vraiment un lointain souvenir ou il reste comme ça le dernier des Mohicans qui vient quand même vous faire la bise et qui agace tout le monde d'ailleurs? Alors justement, quand même qu'on se rassure, c'est peut-être un lointain souvenir en entreprise en fait, mais on n'est quand même pas des... Nous les Français, on est quand même encore chaleureux, rassurons-nous. La bise existe toujours, mais seulement en fait dans le cadre privé, au niveau du cercle intime, donc les proches, les amis. En réalité, en fait, la pandémie a créé des niveaux d'intimité, peut-être qui n'existaient pas auparavant. Rien de grave en fait, tant qu'on arrive à garder une certaine convivialité au travail. Et puis, rien ne nous dit qu'elle ne va pas un jour réapparaître quand même. Peut-être que ce Covid-19 bientôt sera fini. Si on regarde dans le passé d'ailleurs, les nobles pratiquaient la bise au Moyen-Âge avant d'arrêter d'y recourir au XIVe siècle. Pourquoi ? Peut-être en raison de l'épidémie de peste noire qui a décimé donc l'Europe à cette époque-là. La bise est quand même revenue après. Donc rassurons-nous, Arnaud. C'est revenu au baise-main ensuite, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. C'était pas mal ça. Du sujet. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'on évoque les problèmes de Covid, puis il y a aussi parfois des femmes qui étaient un peu embarrassées aussi de recevoir des bisous comme ça le matin. C'est ça, je me suis un peu amusée à un petit sondage hier au sein de notre rédaction à Bismart. Et c'est vrai qu'il y a quand même plus de points positifs d'après mes collègues que négatifs à la fin de la bise au travail. Alors d'abord, on perd moins de temps le matin. Oui, comme on ne fait pas la tournée des bureaux pour faire la bise à chacun, etc. 3 bises, 4 bises, 2 bises, il y a tout un débat à l'époque. C'est ça, tout un débat. Là, au moins, on va directement au travail. Ensuite, adieu peut-être les gastro et les grippes en cascade au travail, puisque mine de rien, quand même, faire la bise, si quelqu'un était malade, ça permettait aussi peut-être d'être malade également. Plus obligé également de tout faire pour esquiver un peu le ou la collègue que vous n'appréciez pas trop, pour éviter de lui faire la bise. Ce qui était un signe d'ailleurs, on ne faisait pas la bise à celle qu'on n'aimait pas. Mais par exemple, si on le croise à côté du café, compliqué de l'éviter. Et puis également, même chose pour éviter le ou la collègue dont l'hygiène peut-être laisse à désirer et vous n'avez pas trop envie de leur faire la bise. Et puis, d'un autre côté, quand même, on peut aussi se désoler de voir cette tradition se perdre au travail, parce qu'on a beau dire, mais la bise, c'est quand même un facteur de chaleur, de convivialité avec les gens. Il faut faire désormais sans donc au travail. Fini, vous savez, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, chez nous, c'est 3 ou 4 quand on est en déplacement professionnel, puisqu'on ne fait plus la bise. On salue comment ses collègues désormais? Parce que c'est un vrai sujet, il faut quand même se saluer. C'est ça quand même. Même si la bise perd du terrain, la poignée de main en fait fait son grand retour. Donc c'est sûr que c'est un peu plus conventionnel. D'après le sondage donc CAPA, 41% des interrogés déclarent qu'ils souhaitent le retour de la poignée de main au travail, alors qu'il n'était que 27% en 2021. Les réfractaires en fait à la poignée de main sont donc moins nombreux. Pourtant, si jamais on garde cette histoire de pandémie et de Covid-19, pas très hygiénique non plus. Pas très hygiénique non plus de faire à la poignée de main. D'où forcément le check du coude qui a gagné du terrain. Pas le bisou avec le nez, on ne fait pas ça. Le check du coude qui a gagné du terrain. Là, c'est peut-être un petit peu moins conventionnel que la poignée de main. Donc c'est vrai qu'on le fait pas mal en entreprise. Ces derniers temps. L'étude CAPA dont vous nous parlez, Caroline, ça montre aussi que les Français, malgré tout, et ça c'est le Covid, ont appris à vivre avec ce virus. Et oui, il n'y a pas question par exemple d'aller travailler si jamais on ne se sent pas bien. Désormais, au moindre symptôme, l'isolement est un peu la règle. 73% des salariés déclarent toujours, selon ce sondage, que si jamais ils se sentent mal, ils resteront chez eux. Cette année, c'est bien plus qu'en 2020. Au début de la pandémie, il y a donc 2 ans, seuls 48% des Français étaient prêts à s'arrêter au premier signe du virus. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, le premier réflexe, désormais, quand on est malade, on ne va pas tout de suite chez le médecin. On va d'abord faire un test Covid pour s'assurer qu'on n'a pas le Covid. Et puis, les salariés sont aussi très, très vigilants à l'égard de leurs collègues, justement, de l'état de santé de leurs collègues. Puisque 79% des salariés assurent qu'ils demanderont à un ou une collègue malade de rester à la maison pour ne pas prendre le risque de contaminer le reste de l'équipe. Par contre, il y a une chose à laquelle on ne s'est jamais habitué et où on ne s'habituera peut-être jamais, c'est
le masque. Le fameux masque. Et oui, ils sont seulement 19% à continuer de le porter au bureau. C'est vrai qu'au bureau, encore certaines personnes souhaitent le garder, mais 54% n'a aucune intention de le remettre, quelle que soit la situation. Même s'il y a potentiellement une 8e vague, ça, forcément, obligation vaccinée. Moins de 3 personnes interrogées sur 10 se disent d'accord pour le porter de nouveau, mais seulement au bureau. Une demande quand même qui pourrait bien arriver, parce que toujours selon ce sondage, eh bien, plus de 9 Français sur 10 sont persuadés que la pandémie reviendra en fait chaque année, comme la grippe ou la gastro. D'accord, écoutez, ce sont plein de bonnes nouvelles. Ça avait démarré fraîchement. Et là, ça plombe. Ça se termine un peu. Attention, c'est vrai que c'est un vrai sujet que les DRH doivent s'emparer. Masque ou pas masque, retour d'une 8e vague. C'est des sujets d'ailleurs qu'on traitera dans le débat. Merci Caroline de nous avoir éclairé sur ce débat qui est parti du Moyen-Âge. Vous avez vu, ça part de loin. Nous, on va rester dans le monde contemporain. On va parler des JO dans le cercle RH. Alors les JO, c'est évidemment un enjeu sportif. C'est 2024. Il y aura des centaines de milliers de touristes et de Français qui admireront. Mais les JO, c'est aussi une entreprise de la formation, des créations d'emplois. On va y revenir parce qu'évidemment, il y a des enjeux très forts qui dépassent largement d'ailleurs l'événement sportif en lui-même. On fait le point avec mes invités, des experts de ce sujet, juste après la pause. Le cercle RH, le sport, oui, les JO 2024, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ces JO, ils sont là, ils sont à une portée de main, c'est toute une organisation. Ce sont évidemment des sportifs, des touristes et des personnes qui seront dans les stades. Mais c'est aussi une entreprise, les JO. C'est de la création d'emplois, c'est préparer cet événement, former des salariés avant, pendant et après, parce qu'il y a des installations, évidemment, il faut continuer à faire vivre tout cela. Donc c'est une ingénierie très complexe et on en parle avec mes invités. Valérie Sor, merci d'être avec nous, directrice générale d'Acto. Vous nous présenterez évidemment cette structure, opérateur de compétences, on en parlera, OPCO, alors là on commence à avoir des mots barbares, on va essayer de tout vous expliquer. C'est un organisme évidemment pour gérer les formations, l'accompagnement des salariés. Et puis avec nous, Gilles Verdure, bonjour, vous arborez ce badge, ce pins, JO, manager attractivité économique, sociale et territoriale de la direction Impact et Héritage de Paris 2024. Quel long titre. Vous êtes basé dans les locaux en Seine-Saint-Denis, du staff des équipes JO, avec Tony Estanguet. Oui, tout à fait. Aux côtés de Tony Estanguet, on est plus de 1000 aujourd'hui. Notre siège social est à Saint-Denis et nous sommes installés depuis janvier 2021 désormais, au cœur du projet, à 2 pas du stade olympique, du futur stade olympique, du Stade de France. Et puis au cœur du projet, parce qu'il y a le centre aquatique olympique qui est en construction, et il y aura une multitude de choses qui seront réalisées et dans Paris, et en Seine-Saint-Denis, et dans toute l'Île-de-France également. En tout cas, Gilles, ce qui est intéressant, et dans le débat qu'on va avoir et qu'on commence à avoir, c'est qu'on découvre aussi que les JO, au-delà du CIO, qui est lui-même une très grande entreprise, mais quand un pays accueille, en fait, il génère une grosse entreprise. C'est 1000 salariés, plus les sous-traitants, plus tous ceux qui travaillent pour vous. C'est gigantesque. Alors oui, et on l'a mesuré ça très fortement aux côtés d'Acto et aux côtés de l'AFDAS, un autre pro, dans le cadre d'une cartographie. On est sur une mobilisation d'emplois autour de 150 000 dans la construction, dans le tourisme et dans l'organisation événementielle. Autour de 150 000 emplois sur ces 3 secteurs, réalisés en 2019, réactualisés ces derniers mois. Et effectivement, c'est une grosse machine, c'est vertigineux par rapport à un certain nombre de prestataires qui vont travailler pour l'organisation des Jeux. C'est près de 40 championnats du monde organisés en même temps. Exactement. C'est 4 milliards de téléspectateurs, c'est 13 millions de billets vendus, donc beaucoup de touristes. Et donc de fait, on a travaillé sur la question des métiers, sur la question des opportunités d'emploi pour faire en sorte que les personnes puissent être au rendez-vous de ces 150 000 emplois mobilisés. Gilles, vous nous faites le lancement, la question que je voulais poser à Valérie Sor. Acto, OPCO, donc vous êtes évidemment la main dans la main sur ce chiffre de 150 000. Ça fonctionne comment, Acto ? Quelle est votre mission exacte ? Alors, Acto, c'est aussi 1000 personnes, pour le coup, réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas un fait, mais c'est aussi une organisation extrêmement ambitieuse, déployée sur toutes les régions du territoire français. Notre mission, c'est d'accompagner à la fois les secteurs professionnels, les branches professionnelles, et puis les entreprises
pour mieux recruter, mieux former leurs salariés, avec une mission aussi très importante en termes de développement de l'apprentissage pour les jeunes. Ça, c'est formidable. C'est vrai qu'il y a une grande vague d'apprentis. Essentiel. C'est ouvert à l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques métiers? Parce qu'on pense spontanément, évidemment, et on le traite sur ce plateau, des questions de sécurité, qui est un vrai sujet sur le bureau du ministre de l'Intérieur. Donc les stadiers, la sécurité, l'accueil. Mais c'est des centaines de métiers, en fait, les JO. Alors, ce sont des centaines de métiers. Pour le champ et l'OPCO-ACTO que je représente aujourd'hui, ce sont 27 secteurs professionnels et en particulier 11 qui sont signataires d'un accord de développement des compétences avec l'État et avec l'AFDAS. Parmi ces secteurs, on retrouve la restauration, la propreté, l'entretien textile, la sécurité, vous l'avez cité, le travail temporaire, le commerce de gros de quincaillerie, toutes les restaurations. Quincaillerie. Et oui. Casserole. Non, mais Tournevis. Tournevis. Non, mais tout ce qui est pour les réparations, l'orga technique. En fait, c'est ce qu'on appelle les services associés. On a effectivement l'événementiel, la construction au premier rang, et on a tous les services associés en back-office, quelque part, avec des enjeux de professionnalisation et de qualification des salariés. Ce que je trouve passionnant, c'est que le jour où on lance le 100 mètres, c'est un moment magique, parce que le monde entier a les yeux rivés sur la capitale, avec ses sportifs. Mais derrière, en fait, ça a été des années de travail, d'accompagnement. C'est quand même assez magique, ça, l'aventure que vous vivez. Sur le plan de l'emploi. Elle est vertigineuse au regard des enjeux et du volume que ça représente. Et effectivement, vous avez raison sur les questions d'emploi. C'est la raison pour laquelle on travaille de concert quasiment tous les jours. Ça s'anticipe énormément. Ça s'anticipe énormément pour être au rendez-vous le 26 juillet 2024, premièrement. Et ça s'anticipe aussi pour réfléchir à la suite, dans la mesure où nous nous arrêterons. Héritage, c'est l'après JO. Nous nous arrêterons. Et en même temps, le levier des jeux peut permettre à l'ensemble des acteurs, l'ensemble des protagonistes des questions d'emploi, de développement économique et d'opportunités, de travailler avec ce levier-là, mais de travailler sur la durée également. Pour rendre les choses simples, comme vous êtes en relation avec les OPCO, parce que c'est elles qui pilotent finalement vos besoins, pour être très précis. Vous appelez l'AFDAS, vous appelez ACTO et vous leur dites, là on est à court de community manager, là on manque de stadiers. Enfin, après, il faut que la filière se mette en branle. Enfin, c'est quand même une mécanique complexe. On manque de gens dans la sécurité aujourd'hui. Comment vous faites ? Alors, on ne s'appelle pas directement parce que... Ah, vous ne vous appelez pas directement ? Il y a des équipes à nos côtés. Je ris. Et au-delà de ça, il y a un acteur clé qui sont les branches professionnelles. C'est qu'en fait, nous, on est vraiment un outil à des politiques de branche. Vous faites les passerelles, vous faites le lien en fait. Et il y a autant d'enjeux, il y a autant de projets qu'il y a de branches professionnelles. Certes, elles se trouvent, on est tous en communion par rapport à cet événement national, mais derrière, chaque branche veut poursuivre et est très exigeante dans tous les soutiens qui seront apportés pour former leurs salariés sur le long terme et apporter les niveaux de qualification qu'elle reconnaît elle-même comme étant nécessaires pour exercer dans le secteur. Allez, sans langue de bois, on en est où là ? On est en 2022, ça sera en 2024, donc il y a encore 2 ans. Il y a toute la partie grands travaux et on la laisse de côté pour se faire se déplacer, qui avance. On a d'ailleurs invité un des responsables sur ce plateau. On en est où des métiers là ? Où est-ce que ça pêche ? Où est-ce que vous dites qu'il y a encore besoin ? On n'est pas au clair sur quels sont les secteurs ? Alors, vous avez évoqué la sécurité tout à l'heure. Ça, c'est un secteur, on le sait, c'est pas... Effectivement. Ce dont on se rend compte avec le travail qu'on mène ensemble et la cartographie dont on dispose, qu'effectivement, un certain nombre de secteurs d'activité de l'événementiel sportif pâtissent dès aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre. Et donc, du coup, les jeux ne sont qu'un révélateur supplémentaire compte tenu des volumes dont on a parlé tout à l'heure. C'est combien les volumes, excusez-moi, pour la sécurité sur l'ensemble des sites olympiques ? Je vais jusqu'à Tahiti, parce qu'il y a aussi ce débat, il y a le surf à Tahiti. C'est quoi le volume ? Globalement, on est autour de 22 000 ou autour de 25 000 agents de sécurité. Confirmé, Valérie ? Oui, on est à 30 000 estimés dans la cartographie, en effet. 30 000. Il faudra donc 30 000 collaborateurs salariés payés par des entreprises de sécurité pour sécuriser et accueillir, on est d'accord ? Absolument. Là, on en est loin, parce que là, j'ai le sentiment que la sécurité, c'est pas gagné. Et en même temps, les JO, c'est en 2024. Je l'ai dit, non, mais je... Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on confonde les temps. Il y a le temps long de la politique de branche, il y a le temps de l'événement, il y a le temps des recrutements. Et aujourd'hui, une des priorités, c'est aussi de structurer pour pouvoir sécuriser ces recrutements. On en est où là ? Vous êtes dans le recrutement, vous êtes en train de structurer, vous êtes déjà en train de chasser des jeunes pour des alternances. On en est où dans le calendrier des effectifs et des créations de postes ?
mobilisation des publics, formation des publics en amont, d'accord, notamment avec Pôle emploi, avec le Conseil régional d'Île-de-France et avec l'ensemble des acteurs de la formation, dont les OPCO, évidemment, pour essayer, encore une fois, d'avoir les personnes requises, travailler sur l'attractivité du secteur d'activité, de ces métiers-là également, qui pâtissent de temps en temps mauvaise d'images, effectivement, pas toujours très bonnes. Et puis ensuite, formation pour être au rendez-vous le jour J. Et en lien très fort, parce que comment on rentre dans une formation, comment on se met dans un projet professionnel, s'il n'y a pas des opportunités d'emploi. Donc travaille aussi avec les lauréats des marchés, dès lors qu'ils seront identifiés, pour faire en sorte que les entreprises viennent présenter les opportunités d'emploi dans le cadre des jeux, mais également les opportunités d'emploi en CDI, dans la mesure où, on l'a dit, dans la sécurité, mais c'est valable aussi dans la restauration, c'est valable aussi dans le nettoyage, les entreprises peuvent recruter dès aujourd'hui dans la perspective des Jeux, parce qu'elles souffrent d'ores et déjà de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un autre, Valérie Sort, un autre secteur, on évoquait la sécurité, mais l'hôtellerie-restauration pâtit d'une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une attractivité supplémentaire lorsque Pôle emploi, lorsqu'un recruteur, lorsqu'une lui dit mais ça sera pour les JO, on a besoin de toi. Est-ce que la marque JO, elle est vendeuse ? Elle donne envie sur des métiers où on est en pénurie. Alors c'est à la fois un levier aujourd'hui qu'on mobilise évidemment sur tous les salons organisés vers ces publics, mais c'est aussi les perspectives en termes d'attractivité au-delà des Jeux. On doit pouvoir donner de la perspective à tous ces publics. On attire avec les JO, puis ensuite il faut prolonger cette aventure. Je m'autorise, je suis allé sur votre site pour voir ce que vous vouliez dire par héritage, et effectivement il y a l'idée que ces JO, c'est pas que quand on tire le rideau et qu'on a fait la dernière épreuve sportive que tout s'arrête. Ça continue à vivre, ces JO, par les salariés que vous avez formés, on est d'accord. C'est pour ça que la dimension métier est très importante, parce qu'on ne forme pas pour un événement, on forme pour accéder à un secteur et y rester. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des professionnels. Ça, c'est passionnant, parce que c'est un prétexte. On utilise les JO comme vitrine sportive mondiale pour dire à des collaborateurs ou des jeunes, bah tiens, pourquoi tu ne deviendrais pas menuisier, tu pourrais faire les décors de je ne sais pas quelle scène. C'est ça, les enjeux, en fait. Ça fait briller les yeux au moment des Jeux. On est là, quoi. Tout le monde y sera. Et en même temps, ça donne des perspectives au-delà. Si on arrive à faire ces deux choses-là, si on a les médailles et que la fête est belle, que les compétitions sont réussies, on aura fait de beaux Jeux. On a traité la question de sécurité, qui est vraiment en première ligne, puisque le public verra, la première chose qu'il verra des JO, c'est la personne qui ouvrira son sac et qui l'accueillera. Puis ensuite, il y a tous les métiers qu'on ne voit pas. C'est quoi les métiers qu'on ne voit pas et qu'on n'imagine pas, et sur lesquels vous êtes en train de travailler ? Est-ce que vous avez des métiers comme ça un peu iconoclastes ou étranges ? Iconoclaste et étrange, non. Au contraire, on est sur des métiers du quotidien, ceux que effectivement rencontrent tous les consommateurs, tous ceux qui rentrent en contact avec le service. Donc les services textiles, la propreté, on l'a cité. Très important. Très, très important. On a des filières et des enjeux de recrutement sur ces métiers qui sont absolument fondamentaux. Mais chaque ville a son service de propreté, Valérie Sort. La ville de Paris a ses services, la ville de Nantes les aura, la ville de Lille aussi. Est-ce que vous implémentez en plus des services propreté, je dirais, issus du privé ou de branches privées ? Alors, il y aura des marchés de nettoyage des déchets, avec des logiques où, à un moment ou à un autre, on est là aussi sur des enjeux très forts, puisque s'il y a des compétitions tous les jours, il faudra nettoyer entre les compétitions. Évidemment. Donc, vous voyez, là aussi, ça pose des questions sur l'organisation du travail, sur la manière dont on va mobiliser les personnes sur un temps très court et très intense en même temps, avec des compétitions qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France, mais également en province. En même temps, bien sûr. Et donc, du coup, ça nécessite d'avoir... La bataille du basket et du hand, vous avez vu, c'était pas simple. Exactement. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que le volume d'emploi que ça va générer en même temps est phénoménal par rapport à une activité classique tout au long de l'année. Il faut arriver à gérer l'ensemble de ces données-là. Il nous reste un petit peu de temps. Le rideau sera tiré. Un jour, il y aura donc la dernière épreuve, le dernier feu d'artifice, quelques larmes sur les joues de ceux qui auront perdu, la joie sur ceux qui auront gagné, puis ça s'arrête. Paris reprend son visage traditionnel. Combien d'emplois vont rester ? Comment on maintient en emploi ? Comment on les accompagne ? Ça, c'est un sujet qui traite des branches et des OPCO. Alors, comme vous le disiez, c'est ce qu'on prépare maintenant. Quand on parle de parcours de formation, de parcours d'intégration, de sécurisation des parcours, c'est le sujet. Là, on va chercher les publics. On prépare... Là, on est là. Vous allez chercher les publics, là. Sur l'apprentissage, clairement, c'est aujourd'hui que ça se joue, notamment.
On organise ces formations et l'objectif, c'est effectivement, au travers des outils dont on va doter les entreprises en termes de gestion des compétences, de gestion RH, c'est de les aider à garder ces publics, à leur donner de la visibilité sur leur place dans le secteur demain. Combien, juste si on a quelques chiffres, parce que c'est intéressant, on a des chefs d'entreprise, on a beaucoup d'acteurs, des DRH. Combien d'alternants là sont recherchés aujourd'hui ? Quels que soient les métiers. Quels que soient les métiers, au sein du périmètre que j'ai cité à l'instant, aujourd'hui, on a encore 40 000 perspectives de recrutement d'ici la fin de l'année. 40 000 alternants 40 000 sur l'ensemble du secteur que vous avez cité. Des secteurs que j'ai cités. Sur les 11, hein. Oui. C'est colossal. Hein. Oui, c'est énorme. C'est gigantesque. Ce qu'on peut voir aussi de notre expérience d'employeur au niveau du comité d'organisation, c'est le taux de transformation des alternants. Absolument. C'est-à-dire que au comité d'organisation, on en a pris 65 au mois de septembre. À l'intérieur du siège. Là, exactement, au siège de Paris 2024. Le sein des saints, quoi. Et sur les 2 dernières années, une grande majorité d'entre eux sont restés et ont été embauchés derrière au sein du comité d'organisation. Donc la notion de l'alternance, c'est un pari qu'on doit réussir aussi d'ici au jeu, dans la mesure où ça permet de travailler sur l'héritage et sur la construction de parcours après. Je voudrais qu'on soit concret, c'est-à-dire qu'à travers les OPCO, vous avez cité l'AFDAS et Acto évidemment est un des acteurs, vous allez vous tourner vers quoi ? Vers les lycées professionnels, vous allez faire de la promotion, vous allez lancer des campagnes publicitaires. Qu'est-ce que vous faites et venir à la télé en parler, c'est ce que vous faites ? Alors chaque jour aujourd'hui, c'est notre mission. Sur les salons en territoire, sur les salons au travers de nos sites web également. Donc on a tous, tout OPCO confondu, vous citez l'AFDAS et Acto, nous sommes 11 au total. Chacun communique largement, c'est notre mission de communiquer sur les métiers et travailler à leur attractivité. Nos interlocuteurs, ce sont les jeunes, ce sont surtout les entreprises. Et enfin, et c'est très important de le citer, tous les réseaux de CFA, les centres de formation d'apprentis, qui forment, qui se rénovent. Métiers techniques et tertiaires, il n'y a pas que du technique, il y a aussi tous les secteurs, et qui communiquent à grande échelle auprès des publics pour pouvoir faciliter leur intégration aujourd'hui. Venez, ils cherchent dans vos villes, parce qu'il faut repréciser que tout ne se passe pas à Paris. Tout est en local. Vous avez un exemple sur notre site aujourd'hui, on a une cartographie, tous nos métiers sont accessibles avec une visibilité territoriale. Pour voir si c'est Nantes, si c'est Lille, si c'est Lyon. Quel diplôme je veux, quelle formation je veux, quel est le CFA le plus proche de chez moi. Écoutez, c'est simple, effectivement, il faut communiquer sur ce sujet. L'après, parce que c'est une problématique, il y a le mot social, hein, attractivité économique, sociale et territoriale. On parle du territoire, mais sur le social, on a vu que la Seine-Saint-Denis aussi bâtissait cette piscine olympique. On crée de l'attractivité. Comment on maintient ces emplois ? Comment on les prolonge ? Plusieurs choses. Dans le cadre de l'engagement sur le développement des compétences dont on parlait tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les organisateurs de grands événements sportifs et culturels internationaux. La France en dispose quand même. Et donc, de ce point de vue-là, travailler avec à la fois les entreprises qui sont prestataires de ces organisateurs et les organisateurs eux-mêmes, que ce soit des festivals de musique ou des organisations de compétitions sportives, on peut travailler l'après et imaginer qu'effectivement un certain nombre de leurs salariés puissent basculer d'un événement à l'autre. Et là, on est sur vraiment une logique qui perdure au-delà des Jeux. 2 mots sur la diversité, parce que c'est un vrai sujet. C'est pas anodin que vous soyez installé en Seine-Saint-Denis, que des installations olympiques soient en Seine-Saint-Denis. Il y a un enjeu de diversité. Ces JO, c'est aussi la possibilité pour des jeunes issus de la diversité des quartiers, mais même de zones rurales, de pouvoir attraper un premier job. Ça, c'est une volonté. Alors c'est une volonté, évidemment, alors, au travers de l'alternance, mais on a énormément d'outils permettant de travailler en effet sur toutes les dynamiques d'insertion au sens le plus large du terme, mobilisant la voie sportive et d'autres partenariats en local. Donc c'est vraiment un engagement très fort qu'on porte en tant qu'opérateur de compétences, et la plupart de nos branches aujourd'hui jouent avec nous sur ce sujet. C'est passionnant de parler de ce sujet parce qu'on ne voit les JO qu'à travers les enjeux sportifs et des bisbilles parfois entre fédérations, mais il y a une entreprise, juste avant de nous quitter, on entend que là vous êtes en promotion et que vous essayez d'attirer ces 40 000 alternants, c'est votre mission, une de vos missions. La vôtre, c'est aussi de gérer les marchés, parce qu'il y a quand même, j'imagine, un embouteillage d'entreprises qui veulent accéder au marché. C'est pas simple, ça ? Non, ça n'est pas simple. La pression est forte. Mais c'est un levier fort, et c'est un levier fort justement pour réussir le pari de l'emploi derrière. C'est-à-dire que dès lors que nous aurons bien travaillé avec les entreprises sur l'obtention des marchés, et notamment un certain nombre d'engagements sociaux à l'intérieur de ces marchés, elles iront recruter, et on fera en sorte qu'elles aillent recruter localement. Et si je reviens sur la diversité, nous allons accueillir le monde. 206 délégations. Si à un moment ou à un autre, des jeunes qui parlent 2 langues ne participent pas à cet événement, c'est vital. C'est à n'y rien comprendre. D'ailleurs, je m'autorise, le temps file, mais
on est faible en langue. Il va falloir quand même aussi accompagner ces jeunes dans leur niveau de langue. Enfin, c'est un sujet fondamental. Accompagner tout le monde. Tout le monde. Les jeunes, bien sûr. Il y a tous les salariés en poste aujourd'hui. Tous les secteurs qu'on a cités demain ont un enjeu de développement de compétences linguistiques absolument considérable. Et ce sera un des enjeux en particulier de nos plans de développement de compétences. Écoutez, la course commence. Pour vous, c'est quoi? C'est un marathon là, qui ressemble jusqu'à 2024. C'est pas un 100 mètres. C'est un 100 mètres ou c'est un marathon d'ailleurs? On a commencé sur le marathon, on bascule sur le 1500 et rapidement... Non, vous êtes passé au 3000 mètres steeple et vous êtes passé... Bientôt, ça sera le 1500. Exactement. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet dont on parle peu, mais les postes sont ouverts. Il y a des métiers. Allez sur Acto, allez donc jeter un œil sur le site Géo avec l'héritage qui s'appelle Impact et Héritage. Il y a un onglet et vous pourrez aller voir parce qu'il y a 1000 métiers qui peuvent correspondre. Et même si vous n'êtes pas jeune d'ailleurs, c'est ouvert évidemment à tous. Merci d'être venu faire la promotion des Jeux Olympiques 2024. Merci à vous Valérie Sor, directrice générale d'Acto qui est un OPCO. Et merci à Gilles Verdure, manager attractivité économique, sociale et des territoires. C'est important, c'est un long titre. Direction de l'Impact et Héritage Géo 2024. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on revient à du DRH pur, mais qui concerne peut-être vos activités. Gérer son planning RH. Ça, c'est un vrai sujet qui vous impacte directement. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, recrutement, politique RH, gestion de son planning RH sur l'année. On en parle avec Vincent Fauvel. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Nibélis et vous êtes une entreprise à la tête d'une entreprise, en tout cas à la tête des opérations d'une entreprise qui gère le recrutement et la paie. On est d'accord? Parlez-nous de cette plateforme SaaS. Elle marche comment et elle sert à quoi? Alors Nibélis, c'est simple, c'est le seul acteur du marché RH qui gère la paye et également 15 modules RH pour couvrir l'essentiel des besoins des DRH dans leur mission au quotidien. Donc ça va de ce qu'on appelle l'onboarding, les entretiens de fin d'année, le recrutement, gérer les plans de formation, les absences, les notes de frais, le pilotage social et économique. Donc vraiment, les DRH avec notre outil, ils ont toutes les palettes qui leur servent au quotidien pour mener à bien leur mission au sein de l'entreprise. Donc, qui leur permet finalement d'avoir une forme d'agenda sur l'année, leur agenda social, les grands moments des rencontres avec les collaborateurs, plus, qui est un élément très important, la paix. Parce que c'est souvent compliqué entre la prime Macron, entre tout ce qu'il fallait modifier. En fait, elle évolue tout le temps, cette paix. Exactement, c'est une des caractéristiques du marché, c'est que le législateur est extrêmement imaginatif et il nous donne du travail au quotidien. Ah oui, faut... Et l'intérêt de la solution Nibélis, c'est qu'elle est entièrement sur le web et hébergée dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre à jour notre logiciel très rapidement. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille sur différentes évolutions législatives, on en a quasiment tous les mois, oui. Et on peut le mettre à jour quasi instantanément, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs du marché, et ce qui fait qu'on est porté par des demandes croissantes des clients qui souhaitent avoir un logiciel capable de gérer les évolutions. Oui, parce que d'un mois à un autre, la paye, la prime de valeur, de partage de la valeur, qu'on appelle vulgairement la prime Macron, ouais. Il faut la transformer parce qu'elle est CSG, CRDS, mais elle n'est pas chargée. Enfin, toutes ces questions-là, évidemment, il faut les traiter et les DRH ne peuvent pas le faire, c'est évident. Pour le reste, pour ce qui est de la pénurie de recrutement, pour ce qui est de leur difficulté de planifier leur recrutement, là aussi, le logiciel leur propose quelque chose autour d'une planification? C'est exactement ça. En fait, moi, je parlerais plutôt de parcours du collaborateur. Un collaborateur, on va d'abord le recruter. Donc pour ça, on a un logiciel de recrutement. Une fois qu'on l'a recruté, on va l'onboarder, donc l'intégrer dans l'entreprise. Ça, c'est tous les documents nécessaires. Voilà, aller chercher tous les documents nécessaires pour gérer la partie administrative du collaborateur et son intégration dans l'entreprise. Ensuite, on va gérer ses entretiens de fin d'année. Et puis, on va créer des plans de formation pour l'amener à augmenter ses compétences. Et puis, il y a tout le quotidien avec les notes de frais, la capacité du salarié à poser des absences qui sont directement intégrées dans la paye. Et puis, le pilotage social, ça, c'est plus pour les DRH, de manière à communiquer avec les instances représentatives du personnel. Et ça aussi, vous le prenez en charge? Ouais. Le dialogue social, c'est-à-dire le volet de dialogue social? En fait, on donne à disposition des outils comme la BDESE, qui sont demandés par le CSE. Et donc, notre outil calcule automatiquement tous les indicateurs de la BDESE. Le DRH il va les chercher sur le site. Et il les communique à ces instances.
Et ensuite, il se nourrit de cet outil pour dialoguer avec ces instances-là. Un mot et pas des moindres. Là, on est en période calme. Hein, quand vous développez ces 15 outils qui sont très utiles, il y a le télétravail qui est venu rajouter une couche supplémentaire. Et justement, on a aussi un module télétravail. Mais vous avez tout, en fait. C'est ça l'intérêt de la solution. Et en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les modules sont interfacés nativement. Souvent, les DRH ont 4-5 applications qui cohabitent entre elles. Donc, il faut les interfacer, il faut échanger des fichiers. Il y a des risques d'erreur, de fiabilité. Nous, tout est nativement intégré. Donc, vous avez juste un paramétrage des salariés à réaliser. Et ensuite, la solution s'occupe de gérer les transferts d'informations entre les différents modules. Pour ce qui est des entretiens annuels, par exemple, il faut quand même nourrir la machine des notes qui ont été rédigées par le DRH, ou en tout cas ses équipes, on est d'accord. Hein. On va importer tous les entretiens. Normalement, c'est des 6 dernières années pour pouvoir faire le bilan à 6 ans. Mais ça, on le fait au démarrage. Après, une fois que l'outil est démarré, il vit sa vie et les informations circulent au sein de l'application sans aucun... Pour chacun des collaborateurs qui ont été rentrés dans cette plateforme gérée par le DRH. Tout à fait. Question piège, j'en sais rien, mais est-ce que dans les 15 outils, vous avez aussi l'offboarding? Parce que c'est un autre sujet que vous soumettent les DRH. Exactement, on a l'onboarding, on a l'entrée et la sortie. L'offboarding, et on a même le crossboarding. Donc là, c'est si un collaborateur change de métier, change de société, on sait aussi le gérer. C'est un peu plus rare pour l'instant. Crossboarding, il change de société, mais dans le même groupe. Exactement. C'est ça, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Donc on lui fait passer d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre. Alors, chez Nibelis, on n'est que sur la France, mais dans les futures années, probablement qu'on je vous donne du grain à moudre. Vous sentez quand même, chez les DRH, parce que ce sont vos clients directs, une forte pression, une forte tension quand même chez eux là en ce moment? Très forte tension sur le recrutement, et puis on sent que les DRH sont dans une phase d'équipement sur tous ces outils. Il y a encore beaucoup de DRH qui sont, par exemple, qui font leurs entretiens sur des fichiers Word, ou qui, pour le recrutement, utilisent des fichiers Excel. Et en fait, il y a vraiment une phase de digitalisation qui s'est amorcée il y a quelques années et qui s'est accélérée avec le Covid. Et ça concerne tous les besoins des DRH. On a parlé de formation, d'entretien, de recrutement. Et c'est ce qui porte la croissance du marché et a fortiori notre croissance chez Nibelis. Donc en fait, vous leur conseillez évidemment vivement de ne plus écrire leur retour d'entretien annuel sur Word ou Excel, mais de le mettre directement sur la plateforme SaaS de manière à ce qu'il y ait une fluidité, on est d'accord? C'est exactement ça. Et on a des DRH qui nous disent j'ai un budget digitalisation, donc je peux dépenser X milliers d'euros pour les besoins de digitalisation. Et c'est clairement une vague croissante qu'on a d'équipements pour des outils. Ils y voient leurs intérêts en termes de fiabilité, d'archivage et d'automatisation. Merci Vincent Fauvel, vous êtes le directeur des opérations de Nibelis. L'outil est magique, on vient de l'entendre, avec une plateforme, 15 outils, plus la paix évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain évidemment. Merci à Ulysse pour la réalisation, Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat qui me parlait dans l'oreille, et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.